Madame, bonjour, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue sur Equinox Télévision. Bienvenue particulièrement à cette édition de Droit de réponse. Cette semaine, Droit de réponse qui s'arrête sur deux questions essentielles. D'abord, l'élection du pape François et les sénatoriales 2013 au Cameroun. C'est l'annonce de la candidature de Kavaï Yégué-Dibré, l'actuel président de l'Assemblée nationale, a fait les chauds gras de la presse. Le rejet de cette candidature a suggéré par contre beaucoup de titres aux journaux cette semaine. Deux, comment Paul Biya a dribblé Kavaï pour le quotidien La Nouvelle Expression, a Kavaï recalé pour le quotidien Actu en passant par RDPC contre RDPC pour le quotidien Le Messager. La presse pour l'essentiel a dessiné l'imbroglio et la confusion qui règne dans le recrutement des candidats pour les sénatoriales au sein du parti au pouvoir. D'abord, ces faits crédibilisent-ils une telle hypothèse? Ensuite, s'il en est le cas, à qui la faute? A-t-on dérogé par des règles particulières à la loi qui organise ces consultations électorales, où des journaux dessinent à très fin la victoire de l'opposition camerounaise et même la tourmente au sein de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, ce parti politique où se bousculent trois tendances, chacune revendiquant la légitimité et même la représentativité du peuple. Est-ce un cas embarrassant pour l'élection Cameroun comme le présage le quotidien La Nouvelle Expression? La Nouvelle Expression qui, comme beaucoup d'autres journaux locaux, sont revenus sur l'élection du pape de l'Église catholique romaine. Nous verrons au cours de cette autre livraison de droits de réponse sur Equinox Télévision comment cette actualité a été abordée par la presse camerounaise. A-t-elle marqué un recul par rapport à la presse occidentale, notamment européenne? Faut-il opposer au nouveau souverain pontife les défis qui l'attendent? Madame, monsieur, voilà autant de préoccupations que nous nous proposons de partager avec vous cette semaine, surtout avec un panel assez composite. Nous avons déjà sur le plateau quelques invités. Abdul Karimou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes administrateur civil, surtout on retient de vous que vous êtes un expert électoral reconnu par l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui a fait parler de lui. L'ouvrage est intitulé La pratique des élections au Cameroun, 1992-2007, un regard sur un système électoral en mutation. Tout à fait. Merci d'avoir accepté ce plateau. À côté de vous, Edouard Fauchivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, militant de première heure. Vous le dites bien. Et Patrick Sapa, bonjour. Bonjour, Félilon. Vous êtes résistant. Tout à fait. Communicateur, vous aimez qu'on vous présente ainsi. Tout à fait. Parce que il faut savoir que le Cameroun est encore au niveau de la résistance. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à la fois rompre avec l'extraversion et la domination étrangère sur les leviers de notre économie, mais aussi mettre la pression sur ceux qui refusent d'associer l'ensemble du peuple camerounais à la consommation des fruits du jardin que nous ayons cultivés. Alors, notre invité qui sera certainement à côté de vous, honorable Paul Sopor, que nous attendons encore sur ce plateau, il est de l'Union des populations du Cameroun. Lorsqu'il sera là, on saura de quelle tendance, puisqu'il y en a plusieurs, dans quelle tendance il milite. Madame, monsieur, pour vous rafraîchir la mémoire, voici la revue de la presse que signe encore cette semaine Pierre Laverture Rombang. Bonjour. Bonjour, Joseph Fenelon Maobsen. Bonjour à vous. Sénatorial de 2013, voici venu le moment de la guerre des candidatures au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Informé le quotidien L'Actu à travers sa grande une. Le tabloïd faisait déjà savoir que les listes consensuelles envoyées au sommet du parti étaient déjà contestées par la base, annonçant plusieurs listes concurrentes dans chaque région du Cameroun. Alors que La Nouvelle Expression, comme son jeune confrère, informe sur les turbulences et cafouillages dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, il note également que les listes sont constituées dans la précipitation et que les rivalités internes montrent leur vrai visage. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, sélectionne dans le cafouillage, semble dire le tabloïd qui fait lire que plusieurs têtes de liste n'ont pas réussi à s'entendre au niveau des régions, annonçant par là que c'est le comité central qui donnera son verdict avec les grincements de dents qui s'en suivront. En mutation, c'est la déclaration de Jean-Baptiste Bokam, président de la commission de réception, d'analyse et d'évaluation des candidatures dans la Damawa qui intéresse. Le journal s'arrête pour informer un moment que dans le RDPC, les députés et les maires sont disqualifiés des sénatoriales alors que Paul Biya, disait-il, envisage d'invalider les dossiers des délinquants fiscaux, des insolvables
Al-Shabaab et des clients de l'opération Hypervier. C'est donc le branle-bas dans les rangs du RDPC. Les camps s'affrontent et même ouvertement. On peut donc lire et le voir dans la une du journal Mutation du mercredi. Un député RDPC dénonce Kava Yégué Djibril. Eh bien, pour le journal Le Soir, c'est donc des batailles fratricides entre les réseaux Kavaï, Amadou Ali et Martin Belingay Boutou pour le compte du Sénat, semble croire le journal Le Soir. Eh bien, pas loin de la nouvelle qui annonçait un match au sommet entre Kava Yégué Djibril et Peter Mafani Moussongué. Ils sont donc tous partants alors que Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, fait savoir que les batailles internes se multiplient au sein du RDPC que dans le SDF et autres formations politiques. C'est donc la tourmente dans le parti au pouvoir et l'opposition. La nouvelle expression informe des petits calculs des candidats et sur les embuscades de Paul Biya. Eh bien, alors que les trois factions de l'UPC annoncent leur liste au sénatorial du 14 avril prochain, une chose bien curieuse, dit le journal, et souligne la nouvelle expression, car toutes revendiquent la légitimité du parti. C'est l'embarras à Elections Cameroun qui devra forcément faire un choix, mais lequel? La question reste posée. Ouest littoral, lui, parle du Sénat à l'ouest et informe sur le RDPC également. Et sa une, voyous, vieillards se disputent des places et s'interrogent que peuvent encore apporter les Victor Fotso, Lucien Ouantou-Siantou et bien d'autres. Alors qu'à l'Assemblée nationale, note le Messager, on fait le procès du régime. C'était à la session à l'occasion de la plénière d'ouverture de la session ordinaire de l'Auguste Chambre. Vendredi, c'est donc la grosse surprise dans les investitures au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La nouvelle expression note que les députés sont exclus de la course. Kava Yégué est hors jeu. Biya retient deux chefs traditionnels à l'ouest. Alors que Mutation note que les caciques du RDPC font main basse sur le Sénat. Ça coule dans les unes et Kavaï fait les gros titres. Mauvaise nouvelle pour certains et bonne nouvelle pour d'autres. Comme avec la nouvelle de l'annonce du tout nouveau pape de l'Église catholique universelle. Il n'est pas noir ni italien ou alors de l'Occident, mais de l'Amérique du Sud, et ça est un immigré, ses parents devenus argentins. Il est le pape des pauvres et le PDG que le Vatican recherchait afin de sanctifier les finances de l'Église et fructifier la fortune du Saint-Siège. C'est donc un pape contre le conformisme et contestataire, plein de sincérité, d'humilité et de charité qui arrive au Saint-Siège. Des chantiers, il y en a, et Georges Maria Bergoglio devra y travailler, note le journal La Nouvelle Expression. Voici pour la revue de la presse de ce dimanche, synthèse de l'actu dans la presse de la semaine. À dimanche, bon dimanche. Merci Pierre Laverture au banc pour cette abondante synthèse de l'écriture de la presse cette semaine. Nous sommes suffisamment fixés sur les contours des questions qui font débat sur le plateau de droit de réponse cette semaine. Avant, comme d'habitude, nous allons commencer par apprécier le travail de la presse autour de ces questions avant de revenir sur le fond des thèmes en question. Edouard Fauchivé, avez-vous postulé pour la candidature au sénatorial dans la région du littoral ou dans une autre région? Non, si c'était fait, c'était dans la région du littoral. Non, je n'ai pas postulé. Mais je pense que, bon, le traitement, puisqu'il faut rapidement passer, je n'ai pas postulé parce que je pensais qu'étant électeur, puisque je suis conseiller, grand conseiller, j'avais pensé qu'il était tout à fait louable que je puisse... Il n'était pas indiqué. Vous n'étiez pas indiqué. Que vous soyez de la course. Voilà. Bon, mais ça n'empêche que si je suis désigné parmi les 30, vous comptez sur les nominations. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Bon, maintenant, pour apprécier le travail de la presse, vous avez écouté tout à l'heure, la presse, pour l'essentiel, a essayé de peindre toutes les confusions qui ont régné dans le recrutement des candidats pour les sénatoriales, surtout au sein du parti au pouvoir. Comment est-ce que vous appréciez ce dessin? Est-ce qu'il se capte de la réalité que vous auriez vécue dans la région du littoral? Est-ce qu'il y a eu des cafouillages? Est-ce qu'il y a eu des guerres fratricides? On a noté que le quotidien Le Messager a d'ailleurs titré là-dessus RDPC contre RDPC. Est-ce que c'est une bataille qui a eu cours au sein de ce parti? Ce qu'on peut remarquer, c'est que les presses, jusqu'à Cameroun Tribune, ont parlé de ce mouvement dans notre parti. Et je dirais que c'était bien développé, mais comme d'habitude, certaines ne sont pas allées dans le fond du problème. Voyez-vous, pour une élection, surtout pour un parti comme le RDPC, il est tout à fait indiqué qu'on distingue ces trois phases. La première phase, c'est la phase
des candidatures où il y a une masse des militants et des sympathisants qui sollicitent être candidats. C'est donc pour ça que la Constitution, puisque ce n'était pas une Constitution, ce n'était pas un vote individuel, il fallait donc faire partie des listes. Donc je pense que ce cafouillage a été observé parce que chaque tête de liste devait avoir derrière lui donc, des camarades titulaires et sympathisants. Donc vous comprenez que c'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre. Et donc cette première période étant passée, la deuxième période c'était donc la période d'acceptation et de traitement de dossiers au niveau du comité central, ce qui a été fait. Et la troisième maintenant, qui est d'ailleurs la plus grande observée, c'est que après la publication de listes, je pense que nous notons un calme. Même s'il y a peut-être des légères revendications. Il y a des remous, il y a des mécontents. C'est tout à fait logique. Mais je dis par rapport à la phase près, on se rend compte qu'aujourd'hui, le RDPC est prêt donc, à aller à se jeter pour que la Constitution, la liste qui nous a été présentée dans chaque région, disons dans notre région du littoral, qu'on puisse l'accompagner. Abdou Kayoum, sur la peinture de la presse. Ah ben, bien sûr, la peinture de la presse, vous êtes revenu de long en large sur les candidatures aux élections sénatoriales, et particulièrement c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je pense pour ma part que la presse a rapporté ainsi au fur et à mesure de l'évolution, parce qu'il faut le dire, depuis la convocation du collège électoral pour le 14 juillet, la presse a commencé à accompagner, n'est-ce pas, le mouvement dans les partis. Et le RDPC a défini un certain nombre de critères de canevas pour, n'est-ce pas, faire sa candidature. Disons quand même que on pouvait passer par les primaires, qu'on pouvait passer par la cooptation. Tout à fait. Le RDPC a opté par de cooptation, mais suivant un canevas bien défini avec des critères et des conditions. Tout à fait. Et des délégations sont descendues sur le terrain, parce que c'est une élection qui se passe sur la base régionale. Les dossiers ont été renvoyés à Yaoundé, ont fait l'objet de l'examen au niveau à l'intérieur du parti, et puis le RDPC a déposé ses listes auprès de l'élection Cameroun. Alors, la presse n'a fait que rapporter ce qui s'est passé, et dans une élection comme celle-ci, où il y a 7 candidats et 7 suppléants par région, il y a eu 3, 4, 5, 10 listes, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des tractations. Qu'il y ait des tractations, disons, des tractations, l'examen du dossier par rapport à ça. Parce qu'un critère m'a marqué quand même dans le critère du RDPC, c'est les états de service rendus au parti. Ils ont mis ça en avant. Et finalement, ça a éliminé beaucoup de gens. Et il s'est dit, il va pas me le démentir, les candidats sont bousculés, les candidats à la candidature sont bousculés pour, n'est-ce pas, pour être à jour des cotisations. Pour être à jour des cotisations, par exemple. Donc, le RDPC rentre dans une stratégie. Et descendre à la base beaucoup pour pouvoir marquer leur nom au niveau. Peut-être tout à l'heure dans le fond, nous allons voir si le RDPC, lui, n'a pas cherché à apprivoiser ou alors à domestiquer la loi qui organise ces consultations électorales. Nous restons sur la peinture de la presse avec Patrick Sapak. Oui, je pense que tout ceci témoigne à suffisance de l'absence de cohérence stratégique, cohérence idéologique et cohérence tactique au sein du RDPC. Mais d'ailleurs, nous avons l'illustration éloquente dans la gestion de l'État. Donc, je trouve que la presse est restée traditionnellement dans sa posture, c'est-à-dire faire une description de la situation sans élever certaines perspectives. Parce que personne n'a évoqué la perspective que le Cameroun, il plane sur le Cameroun un risque d'explosion sociale par rapport à cette élection. Personne n'a mis en perspective qu'il n'existe qu'un seul homme dans la République du Cameroun qui veut que la guerre arrive au Cameroun et qui s'appelle Paul Biya. Personne n'a évoqué qu'il sera très difficile qu'on connaisse une transition au Cameroun par la voie institutionnelle. Et je voudrais rapidement situer les responsabilités sur 3 axes, quand on va rentrer dans le fond. Vous lisez dans une boule de cristal ou alors vous êtes en train de peindre la réalité. Oui, je suis en train de peindre la réalité. Vous la placez où? La spéculation. C'est pas de la spéculation, c'est clair. Nous sommes encore dans la lecture du traitement de cette situation, de cette information par la presse. Et quand on va rentrer dans le fond tout à l'heure, vous dites les arguments vont arriver. Une absence de mise en perspective. C'est clair. Paul Sapor, merci de nous retrouver à ce plateau.
Vous êtes de l'Union des populations du Cameroun. On a annoncé d'ailleurs votre présence à ce plateau. Seulement, comme il y a plusieurs factions, encore plusieurs tendances, est-ce qu'il serait indélicat de savoir à quelle tendance, justement, dans quelle tendance vous militez? Non, 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 ce n'est pas une indélicatesse. C'est tout à fait normal que dans un parti politique tel que le nôtre, qui a connu des hauts et des bas, je ne vais pas réussir à refaire l'histoire, qu'il y ait plusieurs tendances. Bon, maintenant, là où il y a un petit hic, c'est que les tendances n'arrivent pas à s'entendre. Mais ce n'est pas le premier parti politique qui connaît des tendances. Nous sommes de la tendance qui a toujours été au pouvoir. Il ne faut pas l'oublier, celle qui a été à l'Assemblée nationale et qui, en réalité, a toujours eu une alliance avec le RDPC. Je vous fais un peu l'économie de toutes les élections présidentielles. Alors, vous avez vu que c'est l'UPC légal. C'est l'UPC légal. Celle qui a toujours été celle qui a été dirigée par le feu secrétaire général Augustin Frédéric Kodok. Et aujourd'hui qui est dirigée après le congrès de Hilton par le professeur Bapor Dipot. Alors voilà la tendance. Alors, puisque nous étions dans la lecture de l'écriture de la presse autour des sénatoriales 2013, les journaux ont pu peindre cette semaine beaucoup de tourments, que ce soit au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, ou au sein de l'UPC. Est-ce que cette peinture traduit la réalité des choses? Oui, je pense aussi que cette peinture traduit la réalité des choses. Vous savez, les journaux ne vont pas entrer dans une analyse type boule de cristal, tel que vous venez de le dire. Les journaux vont décrire ce qui se passe et ce qui se passe réellement. Et dans ce qui se passe, nous avons vu que presque 5 partis ont déposé des listes. Dans ce qui se passe, nous avons vu que quelqu'un avait parlé de massacre, je viens encore de l'entendre ici, mais 2 jours après, il n'y avait plus de massacre, allons pour la paix. Alors, donc c'est pourquoi moi je pense que la catastrophe qu'on décrit tous les jours, il n'y en aura pas. Edouard Fauchivier, je reviens à vous. Maintenant, je voudrais traiter de cette question qui a été soulevée, c'est-à-dire l'une des confusions qui ont été relevées par la presse, c'est autant d'incompatibilités. Surtout, on a pu dénoncer que le RDPC a dérogé par des décisions, alors des règles particulières à la loi qui organise ces sénatoriales. Est-ce que vous comprenez, par exemple, la mise en perspective de la candidature de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Guédibré? Non, il faut dire que, en tant que militant, j'étais gêné. J'étais gêné moi, au départ, je croyais que, quand je parcourais les lignes de presse, je croyais que c'était de l'amusement. Vous savez qu'on ne peut pas aujourd'hui vider la chambre basse parce qu'on veut aller au niveau de la haute chambre. Et j'étais gêné parce qu'il y a un mandat. Et il est tout à fait indiqué que si on ne veut plus être député au niveau de la première, il faudrait poser directement sa démission avant même que le corps ne soit prononcé, afin de pouvoir y aller. Bon, c'est vrai que le calendrier est donc arrivé rapidement, mais pour dire que je n'ai pas compris pourquoi l'ensemble des élus aujourd'hui, c'est-à-dire les députés et les maires, avaient sollicité largement ce suffrage. Bon, heureusement, comme disait d'ailleurs l'expert en la matière, notre mode de sélection a bien voulu que, d'abord au niveau du Parlement, que tous les parlementaires ne participent pas à cette élection. Et vraiment là, je pense que le comité central et le président de la commission d'investiture, ils ont joué leur rôle. Mais quelques maires, parce que peut-être dans ce coin, il y avait, comme j'ai vu, 5 de notre maires qui sont donc optés sur les listes. Peut-être qu'à l'intérieur, on avait besoin des gens de leur gabarit. Mais pour tout dire, la candidature du très honorable m'avait beaucoup gêné, pour ne pas vider, pour ne pas faire en sorte que les autres pensent qu'il fallait automatiquement qu'il soit parce que pour lui, s'il allait à la haute, c'est qu'il devait être présent à l'Assemblée. Et donc l'idée qui me passait en tête, c'était juste au niveau de la suppléance. Et aujourd'hui,
il faut dépasser le concept de suppléance. Il faut voir le Cameroun plutôt avec une autre vision aujourd'hui pour ne pas tomber dans ce que peut-être mon voisin de droite disait le chaos, alors qu'il n'y en a pas. Abdul Karimou, vous êtes expert électoral. Est-ce que légalement, c'est une candidature qui était acceptable? Tout à fait, je dis bien tout à fait, monsieur Fénelon. Disons que la candidature de l'honorable député, du député, je ne dis pas du président de l'Assemblée nationale, il est d'abord député. Alors, s'il y a une incompatibilité ou une inéligibilité à appliquer, c'est par rapport au député. Alors, ce qui a fait aujourd'hui, qui a conduit au rejet par le RDPC de la candidature de l'honorable Kabeye Djibril à la candidature légale, c'est les critères internes de son parti. Parce que rappelons que c'est une élection de liste. Vous devez être investi par un parti politique. Et chaque parti politique fixe ses critères, donne ses conditions, donne son canevas. Donc c'est une question interne au parti qui n'a rien à voir avec la légalité. Ces critères ne dérogent pas la loi. Parce que chaque parti a son mécanisme de fonctionnement, ça a sa base juridique. Vous voyez? Alors, par rapport à la loi, le député peut être candidat. L'incompatibilité est claire dans la loi entre les fonctions de député et celle de sénateur. Mais alors, à quel moment est-ce que l'incompatibilité est constatée? Si le député est candidat, il n'est pas encore sénateur. Il reste député jusqu'au jour où le Conseil constitutionnel pour le cadre Cameroun prononce les résultats. S'il est déclaré élu, la vacance est déclarée de manière automatique au niveau des fonctions de député. Donc, en ce moment, un député peut bel et bien être candidat. Si son parti l'investit, il est candidat. Mais s'il est élu, en ce moment, il perd. Ou alors, la vacance est déclarée. C'est vrai qu'à la base, lorsque un candidat, un député manifeste sa volonté d'être candidat au sénateur, il renonce déjà aux fonctions de député. Je pense que vous parlez du cas du Cameroun, parce qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Hein? Mais bien Parce sûr, que je dis bien le cas du Cameroun, parce que entre la chambre sénatoriale et la chambre des députés, le député ne peut pas prétendre à l'élection du sénateur. mais c'est ce que je dis, il y a l'incompatibilité claire par la loi. D'accord. C'est sans doute la même chose. Mais sauf qu'à quel moment est-ce qu'on constate l'incompatibilité? C'est ça le Au moment problème. du dépôt de la candidature. Au moment de vous êtes député, c'est pour ça que je dis, c'est la même chose. Vous renoncez déjà aux fonctions de député si vous êtes déjà candidat. Abdul Karimou, lorsque je posais la question de savoir si le RDPC aurait dérogé par des décisions, des règlements à la loi générale, c'était justement pour savoir pourquoi est-ce que une élection aussi importante comme celle-là, une personnalité aussi importante comme celle-là dépose, c'est-à-dire que manifeste son engagement, son besoin à aller à une élection en sachant que quelque part il y a des règles internes qui pourraient... Mais c'est des règles internes, c'est des règles internes au parti. La légalité n'a rien à voir avec les règles internes au parti. Alors chaque vous parti pensez pas qu'il y a définit une main experte, comme la presse a titré, que Paul Biya a dribblé le président de l'Assemblée Mais nationale? n'oubliez pas que Paul Biya, c'est le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est lui le président. Il y a des mécanismes internes au parti, il y a des structures à l'intérieur, il y a le président national, le comité central, hein, il y a le président de section et sous-section. Je crois que le RDPC a défini ces critères. Au sein du SDF, qui va aujourd'hui aux élections, personne ne sait d'ailleurs. C'était des critères qui étaient... Personne ne sait d'ailleurs quels sont les critères sur lesquels le SDF est en train de... Ces critères étaient-ils inconnus de tous les postulants? Je crois que la presse a largement fait écho de tous les critères, des conditions fixées Mais puisqu'on a vu des postulants qui se sont entêtés comme l'honorable Kabeye Djibril. Mais vous savez, nous sommes dans un terrain politique. Les calculs politiques sont personnels. Chacun fait ses calculs politiques. Chacun fait ce qu'il a fait, ses calculs, mais il n'a pas, son parti n'a pas voulu le présenter à cette élection. Il a fait ses calculs personnels. Ce n'est pas pour l'institution de l'Assemblée nationale qu'il l'a fait. Ce n'est même pas pour le parti. Il a fait ça pour lui. Et mal lui en a pris. Il n'a pas respecté certainement ou alors les critères définis par son parti. Et puis la candidature n'a pas été admise par son parti. Je crois que, monsieur, non, vraiment, le déplacement, le débat dans le champ de la légalité, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une question interne au parti. Vous parlez de l'UPC qui a déposé 3 listes. C'est le problème du parti. Chaque parti a ses préoccupations, ses problèmes. Nous viendrons tout à l'heure sur Voilà. l'UPC. Oui, ça me conforte dans ce que je disais quand j'entrais tout à l'heure, qu'il y a une absence de cohérence idéologique, cohérence stratégique et cohérence tactique. Chaque parti politique dans son organisation a des critères. L'expert parlait tout à l'heure des critères. Alors, quels sont les critères qu'il possède au dépôt de la candidature au niveau du RDPC? Si l'honorable Kabeye Djibril n'est pas au courant de ces critères, ça veut dire qu'il y a un problème.
Ça veut dire que le RDPC a un problème de militantisme et que les gens arrivent là-bas parce qu'ils ont des objectifs inavoués. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en faisant une transposition sur la gestion de l'État, quand vous ne pouvez pas avoir une organisation responsable, hein, comme ce qu'on est en train de voir dans le RDPC, où il doit y avoir des remous pour les listes des candidatures, etc., ça veut dire que vous n'allez pas avoir les manettes suffisantes pour gérer un État. Parce qu'il s'agit de la responsabilité de plus de 20 millions de compatriotes et c'est une responsabilité qu'il faut prendre très au sérieux. Oui, sans toutefois entrer dans les problèmes du RDPC, personnellement, je dis que Cavaye Yegui Djibril pouvait se présenter comme candidat. Maintenant, si lui n'a pas compris qu'il fallait d'abord qu'il démissionne, parce que la logique aussi, lui-même pouvait comprendre que je ne peux pas briguer le poste de président pour ce prochain mandat et être candidat à une élection sénatoriale. Moi, ce que j'ai compris dans tout cela, c'est que, vous savez, dans le langage, on dit chambre haute, chambre basse. Ce sont des institutions nouvelles pour nous. Et quand on dit chambre haute, les gens ont l'impression que le Sénat est supérieur à l'Assemblée nationale. D'où cette rouillée. Tous les députés veulent être sénateurs parce que pour eux, le Sénat est supérieur à l'Assemblée nationale. Non, c'est tout simplement un partage de tâches. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, c'est ce qui fait que tous les députés RDPC, tous les maires, chacun voulait être sénateur pour être supérieur aux députés de sa région. Donc, je crois que c'est là. Mais si on s'en tient à la loi, il n'y a pas d'incompatibilité à ce que celui qui est déjà maire ou député soit candidat à l'élection sénatoriale. La preuve, Abba Boukar, qui était de liste. Abba Boukar est député depuis peut-être 50 ans. Il est député maire. Il est député maire depuis peut-être 50 ans. Donc bien avant Cavaye Yegui Djibril. Mais il était de liste. Donc ça veut dire, les incompatibilités, c'est un problème interne du RDPC, tel qu'il a dit. Parce que là, c'est déjà la marmite interne du RDPC qui a défini, qui a peut-être trouvé que Cavaye, comme vous avez dit, des services rendus à la nation, bon, des services rendus au parti, le RDPC a ses critères internes qui l'ont amené à choisir ses candidats. C'est comme tous les partis. Vous avez dit tout à l'heure que les autres partis, on ne connaît même pas encore les listes. Mais on est d'accord que ces critères étaient connus de tous avant l'entrée en jeu. Non, je ne pense pas. C'était des critères. Non, ces critères n'étaient pas connus de tous. Parce que si ces critères avaient été connus de tous, je pense que Cavaye ou bien tous ces députés-là. Et c'est tout à fait normal. Non, le seul point d'ombre, c'est tout à fait, moi je dis c'est tout à fait logique. Regardez la convocation. Aucun parti, en réalité, n'était préparé. Vous avez vu, lorsque le président a convoqué le corps électoral, vous avez vu la panique qu'il y a eu dans les partis. Donc, aucun parti n'était préparé, ni même le RDPC. Le RDPC n'était pas préparé à avoir une élection sénatoriale. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu toute cette panique. C'est ce qui justifie toutes les confusions qu'on a. Honorable, je lève tout de suite l'équipe. Non, c'est la vérité. Le RDPC était préparé. Non. Le RDPC était préparé pour des échéances. Ce n'est même pas l'échéance sénatoriale. Nous sommes préparés aux élections avant septembre. Aux élections. Donc nous sommes, je vous parle parce que je suis secrétaire d'une section. Donc nous travaillons ici. Donc je voudrais quand même dire que les critères honorables étaient connus, sauf le critère de l'éligibilité des élus. C'est-à-dire que je suis d'accord, c'est ce que je dis. Je suis d'accord, mais il faut dire que lorsqu'on déposait les candidatures au niveau régional, les candidats à la candidature savaient déjà ce qui les attendait. Edouard Fouchivé, sans vous interrompre, lorsque vous parlez des critères d'éligibilité, vous parlez des critères d'éligibilité au sein du RDPC ou alors... Du sein du RDPC. Pas de la loi. Oui, je parlais du sein du RDPC. Éligible à la candidature. Éligible à la candidature, parce que le droit, c'est ce qu'on dit. Parce que votre question voudrait simplement nous ramener à dire pourquoi donc le très honorable avait-il déposé. Et donc nous disons donc que les critères étaient connus, sauf ce critère. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'il y avait cet engouement des candidatures, parce qu'il faut dire, n'oubliez pas que la vitalité de la candidature dans le RDPC témoigne de ce que nous sommes comme le plus gros parti aussi. Sinon, nous avons beaucoup de candidats, nous avons eu excessivement, je suis sûr peut-être que le comité central ne s'attendait pas à un engouement aussi
aussi développés. Et c'est ainsi donc que ce critère est arrivé maintenant pour pouvoir éliminer certains afin de pouvoir investir. Voilà ce qu'on peut dire. Mais sinon, comme il a dit, ça fait partie des donnes internes du parti. Nous l'avons choisi parce que effectivement, nous voulions faire appel à d'autres sources d'idées de candidatures. Voilà. Oui, disons, monsieur Fénon, je vous permettez que je revienne sur ce que le communicateur dit là tantôt. Les remous au sein du RDPC, je crois que ça traduit plutôt la démocratie interne. C'est tout à fait normal que dans un parti qui a des remous, il est permis à chacun de manifester sa volonté d'être candidat dans le parti. C'est la vitalité politique. C'est la vitalité de la démocratie à l'intérieur d'un parti. Et puis, chaque parti, c'est une organisation. L'UPC a son organisation interne avec ses critères. Le SDF en a. Chaque parti a ses critères. On n'a pas dit les primaires. On a dit la cooptation, mais suivant les conditions d'éligibilité interne au parti. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça comme si c'est pas être aussi... Et puis il ne faut pas ramener ça à la gestion de l'État. Oui, voilà, il ne faut pas faire ça. C'est vite fait. Donc voilà, je crois qu'il faut que nous restions dans le canevas du débat. Dans le canevas politique. Nous sommes dans la gestion publique des choses. Nous sommes à l'intérieur des partis politiques, je dis mais des partis politiques. Et ça, c'est dans presque tous les partis politiques. Et je m'en vais vous dire que, M. Fénon, que cela traduit de la démocratie à l'intérieur. On permet à tout le monde de s'exprimer. Même si vous pouvez vous exprimer, vous pouvez manifester votre candidature. Même si vous savez que le code intérieur du parti vous interdit de vous posez votre candidature, mais on la rejette. Comme on l'a fait. Et puis vous restez militant du parti. Alors, je voudrais revenir sur ce que l'honorable vient de dire, que tous les partis ont été surpris. Moi, je suis plutôt surpris que les partis politiques soient surpris de la convocation du collège électoral. Depuis 2009, j'ai dit le président de la République, je n'ai pas dit le président national du RDPC, le président de la République a toujours annoncé, depuis son discours de fin d'année 2009, la mise en place du Sénat. Le discours de fin d'année de 2011, lors de la prestation de serment, il a toujours annoncé. Maintenant, quand il convoque le collège électoral, tous les partis politiques sont surpris. Et même le RDPC est surpris, comme il le disait. Non, nous sommes bien élevés. Ils n'avons pas été surpris. Tout le monde savait que le collège électoral pouvait être convoqué à tout moment. Tout le monde est surpris. Et c'est comme ça, même les autres élections au Cameroun. Moi, ça me cœur un peu. Parce que le calendrier électoral est organisé par la loi. Ou alors par les lois, la Constitution et la loi électorale organisent le calendrier électoral. Vous pouvez imaginer qu'à tel moment, on peut avoir l'élection. Alors, on tombe dans chaque fois, on donne dans l'imagination. Les sénatoriales, la vieille c'est la première fois. Terminé. Voilà. C'est la première fois qu'on organise l'élection sénatoriale au Cameroun. C'est la première fois. La deuxième fois, ça doit se passer dans s'il vous plaît, Patrick Sapak. Pour vous, c'est quoi le calendrier? Pour vous, c'est quoi le calendrier? Le calendrier électoral doit être Patrick Sapak, le calendrier électoral, il est connu. Parce que la loi le mandat est de 5 ans. Le mandat est de 5 ans. Le mandat commence à tel moment pour les sénateurs. Sénateurs qui seront élus le 14, dès que le conseil proclame le résultat, le mandat commence lors de la session du plein droit, qui intervient le 3e mardi après la proclamation. 5 ans après. Après, vous commencez à compter 5 ans. Donc 5 ans après, vous vous attendez à une élection, mais vous êtes toujours surpris. Vous voulez qui viennent penser à votre place. Nous sommes dans la compétition politique, c'est la loi, c'est pas le président de la République qui reste dans son palais, il fixe le calendrier électoral. C'est les textes de la République qui fixent le calendrier électoral, mon ami. C'est comme ça. Nous parlons des... Vous n'avez pas la parole. Vous aurez la parole tout à l'heure. Bon, moi, je suis très content. Là, vous avez dit qu'il est l'expert en question électorale, c'est ça? Mais malheureusement, ce n'est pas la gestion d'un parti politique. Vous êtes expert en question électorale. C'est clair. Mais là, ce n'est pas la gestion d'un parti politique. Vous avez parlé de calendrier. Malheureusement, pour les sénatoriales, personne ne savait quand est-ce que le collège électoral serait convoqué. C'est parce que c'est la première fois qu'on organise cette élection. Je vous le dis donc, nous avons voté cette loi en 96. De 96 à 2013, nous étions dans l'imagination. Vous n'allez pas demander à un parti politique qui est organisé d'être dans l'imaginaire. Dire que, mais quand est-ce qu'on va convoquer le collège électoral? Tout le monde était préparé là pour les élections, mais pas pour les élections sénatoriales. Puisque ça fait depuis que tout le monde demande, nous voulons le Sénat, nous voulons le Sénat, nous voulons le Sénat. Mais on vous renvoyait toujours. À chaque discours, on vous disait, oui, le Sénat, c'est pour l'année prochaine. Oui, le Sénat, c'est pour... Non, vous étiez prêts pour les élections. Je vous dis. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y a eu trop de Donc, c'est pour dire à monsieur que ce n'est pas une impréparation. Les partis politiques siègent tous les jours.
Les partis politiques sont préparés, mais seulement la date de la convocation du collège électoral, des sénatoriales, je précise. Oui. Si ce sont les députations, ok, on connaît bien le calendrier. D'accord. C'est ça qui les municipales, on connaît bien le calendrier. Voilà. Aucun parti politique ne peut vous dire que nous avons été surpris pour les législatives, ni pour les municipales. Seulement les sénatoriales, personne n'était dans la poche du président. Personne n'était dans sa tête pour savoir que là, en 2013, il y aurait les sénatoriales avant les législatives et les municipales. Personne n'était dans ses calculs. Bon, maintenant, il a fait un calcul de politicien. C'est son droit. Il a la majorité dans les communes. C'est son droit. N'importe qui à sa place ferait la même chose pour éviter les risques. Non, mais ne nous dites pas évident, que... c'est pas Non, évident. moi, je parle en tant que politicien. Il parle en tant que politicien. Je parle en tant que Vous parlez en tant que... Là, c'est le politique. N'importe quel homme politique, Homme politique aurait fait la même chose. aurait fait la même Ça, chose. c'est Ça, clair. c'est l'européen. Mais ne nous dites pas que vous êtes surpris que les partis politiques soient surpris. Il n'y a pas une impréparation. Il n'y a pas d'impréparation. La preuve, le SDF, pour ne prendre que celui-là, parle des élections sénatoriales depuis le début de l'année. Et c'est là où le chef Mana dit, si vous les organisez avant, il y aura des machettes. N'oubliez pas cela, que le NEC s'est penché sur cette question, dont les partis savaient qu'un jour, peut-être après les municipales et les législatives, il y aurait les sénatoriales. C'est ça le problème. Oui, je voudrais dire, je voudrais prendre une posture, parce que je l'ai, des dirigeants politiques. Vous comprenez? Les calculs politiciens n'ont rien à voir avec les aspirations profondes du peuple. Et donc, pour dire deux choses, une stratégie par essence est secrète. Et un parti politique a en face de lui des adversaires. C'est pour ça qu'on parle de stratégie. D'accord? Et donc, si à l'intérieur du parti, on ne parvient pas à garder le secret de la stratégie, pour le laisser à la place publique, comme ça s'est passé avec tous ces remous, ça veut dire que sur le plan stratégique, on est superficiel. Et donc, le calendrier électoral dont on parle, c'est celui des sénatoriales. Il ne faudrait pas que nous allons connaître une première sénatoriale au Cameroun et puis que la date de ces élections-là soit suspendue à l'humeur de M. Paul Biya. Tout le monde doit être au courant. Il annonce le 31 décembre qu'on va avoir les sénatoriales en 2013, mais sans dire à quel moment est-ce que cela va se passer. Mais, La Constitution lui donne ce droit. je voudrais revenir sur quelque chose de plus sérieux. Parce que ce qui est en train de se passer par rapport à ces sénatoriales, c'est une affaire qui concerne le RDPC essentiellement et ses petits amis de l'opposition. Vous comprenez? On a tranquillement mis le peuple hors jeu dans cette histoire douce que je disais au départ. Ça veut dire que le Cameroun, il plane sur le Cameroun un risque énorme d'une explosion sociale, c'est-à-dire d'une crise politique. Dans la perspective que j'ai été en train d'évoquer tout à l'heure au niveau de la presse, qui n'a pas été faite, par rapport à ça, c'est ce qui m'amène à dire, il y a trois responsabilités que je vais situer. Il y a la responsabilité de M. Paul Biya et de ses amis du Rassemblement démocratique de je ne sais quel peuple, peut-être le peuple camerounais, je ne sais pas de quel peuple on parle. Le peuple guinéen. Voilà. Donc, qui veulent résoudre des problèmes en créant des conflits, c'est-à-dire en écoutant personne. Et du coup, la ritournelle, l'appel du peuple profond, le discours soporifique et mal étayé de la stabilité, et puis le refrain ringard de celui qui a apporté la démocratie, tout ceci ne sont que des arguties qui servent d'alibi autocratique pour défier les lois démocratiques jusque-là convenues et universellement acceptées, et des consensus politiques et de la limitation des mandats. Ça veut dire quoi? Qu'ils refusent de passer la main tout en s'assurant... Et il refuse de passer la main tout en s'assurant le contrôle de son propre héritage politique à l'abri de toute compétition démocratique. D'où la convocation de ces sénatoriales. Vous comprenez? Alors, quand le peuple a aussi des préoccupations, des orientations, des intentions politiques des acteurs politiques, eh bien, on écoute le peuple. Vous comprenez? Pas venir raconter le choix du peuple alors qu'on n'est même pas au courant que le peuple existe. Mais je voudrais dire que on nous suit. Les histoires de récitation bien concoctées. Laissez-moi, vous avez parlé, je vous ai laissé. Et je dis, je parle, c'est l'homme politique qui parle. Donc, les récitations, là, bien bûchées, là, pour venir sortir là, c'est zéro. Le peuple dont il est question ici, c'est un collège électoral bien défini. Il s'agit. Laissez-moi venir. Je vous ai laissé parler. Il n'y a que deux possibilités. Soit ce sont les conseillers régionaux, soit ce sont les conseillers municipaux. Et ceci a été très bien défini. C'est pour ça que quand vous voulez parler devant les hommes politiques, il faut faire très attention. Le noir est là, il n'est pas du RDPC, voici un expert.
Le peuple... Il est un allié du RDPC. Non, C'est un j'ai allié du dit, RDPC. j'ai dit. C'est pas ça. vos Ça veut dire que ce que nous disons, ça veut dire que ce que nous disons, c'est que je dis, c'est que je dis. Non seulement on me suit, mais on peut me contredire, contrairement à ce que vous dites. Parce que dans tout ce que vous dites, tout est mélangé comme on chante. Moi, je dis ceci. Le peuple, pour cette élection électorale, pour cette élection sénatoriale, la Constitution, attendre ce que le peuple dit. Le peuple n'avait rien à dire. Suivez-moi d'abord. Parce qu'il faut lever cet équivoque. Il y a déjà un collège électoral. Ce collège électoral existe. On pouvait critiquer le fait que on aurait pensé mettre, par exemple, le collège électoral régionaux. Je dis oui, mais n'entrez pas dans ce genre de bouillabaisse pour soulever le peuple. Le peuple camerounais ne peut pas se soulever. Et vous êtes jeunes, quand je vous vois, par rapport à nous, vous êtes jeunes. Quand vous parlez, il faut faire beaucoup de... Faites vos analyses. Oui, mais je ne... Suivez-moi. Je dis donc que vous êtes jeunes pour parler des histoires. Vous n'avez jamais vu un soulèvement. Le sang, vous ne l'avez pas vu au Cameroun. Le Lonoir Sopo peut se targuer de dire qui sont nos aînés. Ils ont vu. Vous n'avez pas vu le sang. Qu'est-ce que vous en savez? savez? N'avez pas vu. Laissez donc. Je dis donc qu'il n'y aura pas de soulèvement. Il n'y aura pas de soulèvement parce que nous allons aller. Le collège électoral est bien défini. D'ailleurs, elle est comme a dit, c'est affiché. Nous irons. Ce n'est pas dit que le RDPC ira voter RDPC, mais nous savons que les candidats du RDPC seront plébiscités par les conseillers du RDPC. La question est là. Sinon, les alliances dont nous parlons maintenant vont se jouer. Donc, il n'y aura pas de problème. Le peuple va attendre lorsqu'on sollicitera le peuple au niveau de la base. Oui, c'est Fénelon. Merci de venir passer la parole. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Je voudrais pas... Equinox, c'est quand même une grande télévision. Moi, je suis parti de Yaoundé pour venir à Equinox. Par respect pour la chaîne. Je vous par respect pour la chaîne et puis par respect pour les autres panélistes. Je pense qu'ils sont venus pour des débats constructifs et non pour des débats destructifs. Vous conviendrez avec moi. Quand on parle du président de la République, Paul Biya, comme si c'était c'est une institution, et c'est la première institution de cette République. Ça, c'est on parle de l'opposition, ces petits amis de l'opposition, c'est la classe politique camerounaise quand même, un peu de respect. Et ensuite, il se permet de dire l'honorable Sopo. Alors, il dit l'honorable Sopo. Et il dit non, vraiment, c'est assez gênant. Je pense que nous devons rester dans un débat constructif. Comment dire, les idées doivent s'opposer pour faire jaillir une idée meilleure pour notre pays. C'est comme ça que je conçois les débats. Sinon, chacun a à dire dans son opinion personnelle. Justement, comme il a dit... Parce que le discours ne vous arrange. Il y a des discours qui vont dans ce discours. On fait dire, il faut même dire demain, avec les spectateurs. Non, vraiment, on ne peut pas venir dire parler comme... Ils sont venus ici pour parler des élections. Je ne suis pas venu insulter les élections. Moi, je ne suis pas venu parler de... Je suis venu vous dire c'est que prévoir le système électoral camerounais. Et faire des commentaires constructifs. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas venu ici pour insulter les gens. Non, c'est pas possible. Et puis qui? On parle du président de la République, on parle de soulèvement. Il a dit, l'honorable Sopo est là. Vous parlez de soulèvement populaire. Vous savez ce que vous parlez, vous voulez inciter les gens à la violence dans ce pays? Non. Il a dit, nous sommes dans la politique. Non, monsieur Mab, nous sommes en politique. Nous sommes en politique, dis-donc. Faut pas... Chacun utilise les armes qui sont à sa disposition. Vous voulez que le président de la République utilise les armes de l'opposition pour... Non, il a dit clairement que même c'est qui, je pense, même si c'est toi qui aujourd'hui, tu vas convoquer le collège de ce collège. C'est clair, mais oui, c'est ça les conseils qui veulent voter. Justement, c'est parce que tu n'as jamais été élu. C'est parce que tu n'es pas élu. C'est parce qu'on n'a jamais écouté. Tu n'as pas été élu. Que tu es élu. Pourquoi le peuple se Je vous en prie. Le peuple se C'est vous qui dites que vous respectez. C'est toi le peuple. C'est pas toi le peuple. Le peuple, c'est le Parlement. Oui. Et ceux qui ont reçu le mandat du peuple pour l'exercer, parce que la souveraineté appartient au peuple. Le peuple exerce sa souveraineté à travers le membre du Parlement et le président de la République. C'est pas vous qui vous faites une leçon. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. Merci. Merci. Vous voyez donc la confusion qu'il y a parfois lorsqu'on parle de stratégie politique. Les alliances font partie des stratégies politiques. Je n'ai pas dit le contraire. Dans le monde entier, que vous ayez aux États-Unis, en Angleterre, partout, vous trouverez que des partis politiques se rangent pour respecter une ligne bien précise. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Et les alliances font partie de la stratégie politique. Sinon, Isaïe n'aurait pas un gouvernement aujourd'hui. Maintenant,
Vous savez, en 92, excusez-moi de revenir là-dessus, Fauchivé était là d'ailleurs. Lorsqu'à la coordination, on a demandé qui va aux élections. Fauchivé était là. Représentant de l'UPC, j'ai pris la décision, j'ai pris la parole pour dire nous irons aux élections. Le SDF a dit, tous les autres partis ont dit oui, mais les textes, tout ça, nous leur avons dit c'est tout à fait normal. Celui qui est là au pouvoir, il ne peut pas mettre en place des textes qui nous arrangent. C'est nous qui devons combattre à partir de ces textes. Et c'est ça la politique. Vous n'allez pas demander au président de la République qui dispose de la majorité dans ce peuple-là qui doit élire les sénateurs de renvoyer pour attendre que l'opposition ait une majorité et organiser les élections. Ça, ce n'est pas la stratégie politique. Vous vous inscrivez dans une bataille que vous savez que vous allez certainement perdre. Est-ce que vous êtes dans la logique du mythe de Sisyphe? Vous roulez la pierre, elle arrive au sommet, elle dégringole pour la base. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Nous avons pris la décision, nous, à l'UPC, d'être présents partout où on veut parler de l'avenir du Cameroun. Et nous sommes convaincus, ces élections-là, vous savez, nous sommes divisés, ça c'est vrai, mais ceux qui connaissent l'UPC savent que ces gens-là réfléchissent quand même avant de poser un acte. Tout le monde sait que nous sommes divisés, mais en même temps, tout le monde sait qu'avant de poser un acte, nous réfléchissons. Alors pour ces élections, nous avons réfléchi. On va parler de l'avenir pour la première fois des sénatoriales au Cameroun. Donc de l'avenir du Cameroun, il faudrait que l'UPC y soit présente. C'est ça, nous. Vous n'avez pas voulu rater le train de l'histoire. Maintenant, la tourmente, puisque nous parlons de l'UPC, cette tourmente qui est décrite et décriée par la presse, est-ce qu'elle ne déjoue pas la cause de ce parti aujourd'hui, en vue de ces sénatoriales? Est-ce que ce n'est pas davantage compliqué pour l'UPC? Vous savez, avec ces trois factions, alors trois tendances qui sont en lice. Vous savez, j'ai répondu à un de vos confrères qui me posait la même question en 92. La même tendance qui allait aux élections, c'est-à-dire la tendance du congrès d'Unkonsamba, qui allait aux élections. Dans cette tendance-là, il y a eu une sorte de schisme. Il y a eu des gens qui ont dit, vous n'irez pas aux élections. Et ces gens ont fait campagne contre nous. Ils ont fait campagne contre nous. Malheureusement pour eux, l'UPC a eu des députés. Et on a vu ce qui s'est passé après avec ces députés. On a vu le travail que ces députés ont fait au Parlement. Donc, c'est pour vous dire que malgré les tendances, à un moment donné, l'UPC se regroupe et trouve qu'il faut quand même défendre les trois lettres. Donc, c'est la réponse que je vous donne. C'est pourquoi, malgré les divisions, nous avons dit, nous allons aux élections. C'est un cas qui embarrasse. Oui, c'est un cas qui embarrasse véritablement, mais je voudrais quand même emboîter le pas à l'honorable. Pour dire que l'UPC, qu'est-ce que je voulais me dire? L'UPC a aujourd'hui présenté, comme vous le dites, et les camarades n'ont pas encore publié 3 listes. Qu'est-ce qui va se passer? Et les camarades va étudier le dossier et trancher. Mais le préalable que les camarades doivent savoir, c'est qui est habilité à parler au nom de l'UPC. Et il doit se référer au texte du parti, tel que déposé à l'administration territoriale. Il y a un statut de l'UPC là-bas, qui est habilité à aller au nom de déposer le dossier au nom de l'UPC. Et c'est cette liste-là qui va être validée. D'autre part, l'UPC dans sa stratégie, ils savent, il a dit qu'ils ont réfléchi avant de déposer 1, 2, 3 listes. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, elle est comme au regard de la loi. Voilà comment elle est comme devait se comporter. Sur la base des statuts du parti tels que déposés auprès de l'administration, doit savoir qui est habilité à parler au nom qui est le mandataire de l'UPC. Et c'est cette liste-là qui doit être prise en compte et être soumise à l'examen. Parce qu'elle est comme doit examiner tous les dossiers, candidat par candidat, suppléant par suppléant, avant de voir si ceux-là ont rempli les conditions d'éligibilité telles que fixées par la loi, avant de publier les listes qui ont été acceptées. Avec votre permission, merci beaucoup parce que vous me donnez l'occasion, pour une fois, de parler de ces 3 listes. Les textes de l'UPC disent qu'il y a un secrétaire général, un secrétaire à l'organisation, un trésorier général, un secrétaire à la propagande et tout ce que vous voulez. Lorsque le secrétaire général n'est pas là, logiquement, dans une organisation bien définie,
c'est le secrétaire à l'organisation qui reprend sa place. Alors, c'est ce qui s'est passé. Lorsque le secrétaire général Kodok est décédé, Maître Bihi, qui était secrétaire à l'organisation, logiquement devrait assurer l'intérim en attendant le congrès. Est-ce que c'est lui qui a assuré Ça ne s'est donc pas passé comme ça. Maître Bihi, conformément au texte, a assuré l'intérim. Mais à côté, tous ceux qui étaient à côté de Kodok, comme tu référais, chacun a dit, c'est moi le successeur. Avant de mourir, voici ce que le secrétaire général a dit. Personne n'était dans ce secret. Or, nous avons les textes. Seuls les textes devraient nous guider dans cette succession. Maître Bihi a donc assuré l'intérim. Papi Doumbé s'est levé, il a dit oui, Kodok lui a chuchoté que c'était lui le successeur, etc., etc. Mais Maître Bihi, conformément au texte, a assuré l'intérim. Après la mort de Maître Bihi, le parti s'est réuni. Nous avons dit, il nous faut donc un congrès. Parce qu'entre-temps aussi, nous avons perdu le président Detoumaza. Le parti s'est réuni et a donné l'intérim de la présidence à l'honorable Zoni. Nous avons donc fait un congrès pour cette succession légale du secrétaire général, et c'est à l'issue de ce congrès, après le décès de Maître Bihi, le congrès que Maître Bihi avait déjà organisé, malheureusement il n'a pas pu y assister, après ce décès-là, après ce congrès, il y a eu Bapor Lipor, qui a été élu comme secrétaire général. C'est donc ça la légalité. Et là, aujourd'hui, l'administration territoriale, comme vous dites, et les CAM, ils ont tous ces textes. Donc ça ne nous ennuie vraiment pas. Oui, j'étais en train de dire, quand on est sur un plateau de débat, nous sommes devant le peuple, il ne faudrait pas que sur le plateau de débat, que certaines personnes pensent qu'elles sécrètent les sensibilités des téléspectateurs et qu'elles respectent mieux les téléspectateurs que les autres. Je suis en train de donner mon opinion par rapport à la marche de la politique dans notre pays. Okay? Et j'ai dit, je parle du peuple parce que nous avons un collège électoral qui, pour moi, n'est plus légitime. Hein? Ils sont forclos depuis le 12 juillet. On a dépassé ça. C'est dépassé. Vous voyez ce que vous je reviens sur l'UPC. C'est dépassé. Je reviens sur l'UPC. Il ne fallait pas que je laisse ça passer. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive sur le plateau parce que les gens disent, je ne sais pas quel est le baromètre. Oui, vous avez été suivi sur... voilà, très bien. Maintenant, sur l'UPC. Sur l'UPC, je pense que l'UPC gagnerait beaucoup aujourd'hui à suivre Oumyobé. C'est lamentable qu'on ait trois tendances parce que je pense que pour que le Cameroun sorte de la léthargie sur le plan socio-économique dans laquelle il se trouve, il faut qu'on ressuscite Oumyobé parce qu'il avait une vision pour ce pays. Donc, c'est malheureux de voir qu'au niveau de l'UPC, on ne parvient pas à avoir... comment dire ça? Donc, on ne parvient pas à avoir une seule tendance, qu'il y ait trois tendances. Donc, nous, qui sommes les admirateurs de Oumyobé, ça nous met mal à l'aise. Moi, par exemple, j'aurais été d'accord de rentrer dans un mouvement où on allait rester en phase avec la vision que Oumyobé avait. Donc, aujourd'hui, je ne voudrais pas revenir sur les problèmes de texte qui concernent le fonctionnement interne de la tendance, l'UPC tendance... quelle tendance? Je ne sais pas. Ok. Donc, la tendance de l'honorable, mais je voudrais que ce parti-là, qui a fait rêver les Camerounais, à un moment donné, puisse retrouver ses lettres de noblesse et qu'on ressuscite Oumyobé, afin que, justement, nous posions les vrais problèmes du Cameroun. Merci. Voilà, je n'ai rien dit. Vous me sautez. Il vous capte tellement. Edouard Fauchivier, allez-y. Non, je crois que ce que l'expert a dit est profond. Et l'honorable, ce développement nous permet de comprendre. J'ai toujours dit, hein, d'ailleurs, sur beaucoup de mes interventions, j'ai toujours dit que l'UPC était un parti, tous les Camerounais, c'est comme si nous dérivons de ces partis. Plus on avance, plus on se rend compte que les pères fondateurs du nationalisme étaient ceux-là. Donc c'est pour ça que nous pensons que l'UPC doit toujours garder cette place. Il est comme un grand-père, un baobab, et le baobab ne tombe jamais. Je suis reconforté de ce que l'honorable disait, à savoir que une liste sera acceptée selon le cadre juridique, et les autres, je pense que les autres vont donc... à
apporté leur Ça vous contribution. conforte, vous Oui, oui. particulièrement dans le RDPC, parce qu'il s'agit de votre... Non, ce n'est même, vous voyez que je n'étais même pas là. J'étais dans le concept politique, pas de déstabilisation. J'étais dans le concept d'un parti qui a sa place au niveau de l'échiquier politique historique. Je suis pas comme ce jeune qui pense qu'on peut dire non. Je vous voyez où j'ai pris ça très loin pour dire qu'un baobab politique, le RDPC ne peut pas se targuer de dire qu'il est un baobab lorsqu'il y a l'UPC. Donc l'UPC doit retrouver ses lettres de noblesse. Et je pense donc qu'avec l'honorable Sopon, on a toujours discuté très bien d'ailleurs, sans qu'il y ait même cette approche RDPC, UPC, mais je pense que l'UPC, en retrouvant ses lettres de noblesse, participe à la vie politique de ce pays, et la paix, qui est cet ingrédient magique, trouve toujours sa place. Alors, je vous invite à aborder ce dernier aspect annoncé à l'entame de cette émission. Cette autre peinture de la presse qui crédite à très, très fin, alors faiblement, la victoire de l'opposition. On a pu lire cette semaine dans certains journaux que les partis politiques de l'opposition qui s'engagent dans cette bataille des sénatoriales ne sont qu'un fait valoir démocratique à tout carrément. Ils n'ont rien compris. Est-ce que vous pensez que l'opposition a des chances de pouvoir briguer des sièges à l'issue de cette élection sénatoriale? Ça dépend des stratégies que l'opposition, ceux qui ont investi les listes, des stratégies qui se vont mettre en œuvre. Techniquement, oui, bien sûr. C'est vrai, les conseillers municipaux, aujourd'hui, qui constituent, n'est-ce pas, le collège électoral, la grande majorité, près de 9 000 sur 10 000, ont été élus sur la bannière du RDPC. Mais c'est des citoyens. C'est des citoyens. Le collège électoral est constitué des citoyens. On n'a pas dit des citoyens RDPC. Il appartient à chaque parti et à investir les candidats de s'investir, de se déployer, de s'employer pour convaincre l'électorat qui est d'ailleurs très réduit. Qui est très réduit, ça doit être. On ne va pas assister à des grands meetings politiques. Certainement, ce sera des porte-à-porte, des stratégies fines qui peuvent permettre à l'opposition de gagner. Et puis, c'est une élection de liste. Si on n'obtient pas la majorité absolue, on passe à la proportionnelle. Donc, il ne faut pas mourir d'avance. On dit que, bon, alors, vous savez, pourquoi l'UPC va aux élections? Pourquoi le SD va aux élections? C'est parce qu'effectivement, ils ont vu qu'il y a des brèches où ils peuvent s'engouffrer pour avoir des sénateurs. Donc, moi, je dis que il ne faut pas dormir, il ne faut pas dire que... Non, mais c'est ça, c'est ce que vous allons... Pourquoi vrai. Disons, à l'Assemblée nationale, là où c'est le peuple tout entier qui élit, le RDPC a toujours la majorité écrasante. On va pas, quand le président va convoquer le corps électoral pour les législatives et les municipaux, on va dire qu'on n'y va pas parce que le RDPC a tout le corps électoral. Non, c'est pas acquis d'avance, monsieur Fédéron. C'est pas acquis d'avance. Hein? C'est des combats politiques, c'est des rapports de force et puis des rapports de faiblesse aussi. Vous pouvez voir quelle est la faiblesse de l'adversaire. Vous vous engouffrez là-dedans. Chaque parti a ses stratégies. C'est vrai que l'opposition a trop peu de chance parce qu'elle est dans cette paresse stratégique que je décris toujours. Dans cette paresse stratégique. Vous comptez sur le RDPC pour battre le RDPC? C'est pas possible. Hein? Non, vous comptez sur vos propres armes. Donc, je crois que chaque parti sait ce qu'il va chercher dans ces élections-là. Il doit mettre en place ses stratégies et se donner les moyens d'aller combattre. Les électeurs, pour le moment, sont neutres. Alors que la campagne n'est pas ouverte. Je comprends que monsieur doit rentrer de battre campagne pour la nomination. Vous croyez en ce que l'opposition camerounaise pourrait briguer des sièges à l'issue de ces sénatoriales pour le support? Oui, moi je crois que techniquement, 1 plus 1 font 2. Mais en politique, 1 plus 1 peuvent ne pas faire 2. Voilà la base de notre réflexion. Parce que ici, nous sommes en politique. Calcul mathématique, effectivement, le RDPC a tous les sièges. Même le SDF n'aura rien. Et il faudrait qu'on se le dise. Calcul mathématique, le RDPC a tous les sièges. Même le SDF, là, qui s'agite, n'aura rien. Parce qu'ici, on parle de région et non de département. Et il faudrait que nous soyons d'accord. Quand on parle de la région de l'Ouest, on ne parle pas du département du Noun. Donc vous voyez que calcul mathématique, l'UDC là n'aura rien. Puisqu'il gagnera dans le... C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes partis pour que le RDPC rafle tous les sièges. Mais seulement nous sommes en politique. 1 plus 1 font 2.
Mais en politique, 1 plus 1 peuvent ne pas faire 2. Voilà la logique. Alors l'UPC ne va pas pour un faire-valoir démocratique. Non. Pour rafler des sièges. Absolument. Mais je pense que aujourd'hui, nous verrons et on va tester l'avancée démocratique du Cameroun. Parce que si les partis d'opposition acceptaient participer à ce Sénat, ce n'est pas pour le jeu. Par contre, c'est là où la presse a passé à côté. Comme vient de dire l'expert, vous prenez le collège électoral aujourd'hui, constitué de conseillers municipaux. Si nous rentrons dans les soubresauts de constitution des listes, là tout de suite, beaucoup de conseillers ne vont pas voter. Tout de suite. Et c'est donc là où les stratégies, maintenant, les partis politiques doivent travailler. Même le RDPC est en train de préparer les délégations sur le terrain. Nous n'avons pas, c'est mathématique, c'est-à-dire on sait qu'à Douala, quand on a additionné tous les arrondissements, le RDPC sort vainqueur, on sait ça, puisqu'il n'y a que la mairie de Bonabé qui nous échappe. Mais in fine, s'il y a les candidats du SDF ici, comme ils sont dans notre collège électoral à Douala 2e, à Douala 3e, etc., les enjeux. Moi, je marche tous les jours, je suis toujours à l'honorable Sopo, je peux prendre ma voix et donner à l'UPC. Il faut faire très attention et travailler. C'est là où je dis, à la sortie de cette élection, il faut qu'on mesure notre degré de l'avancée démocratique. Et à ce temps maintenant, nous, les politiciens, on va faire des analyses département par département. Ça, c'est très important. Contrairement à ceux qui lisent dans des boules. Vous comprenez ce que je veux dire, qui sont par exemple politiques. Ils ne peuvent pas. Si le RDPC aujourd'hui veut rester dans le fait que j'ai 9000 conseillers municipaux, eh bien, ils vont voter. Mais nous allons revenir à droit de repos, vous allez voir. Le travail doit être sérieux parce que le consensus au niveau de liste n'est pas encore accepté. C'est pour ça donc il faut travailler pour montrer d'ailleurs que nous sommes l'un des meilleurs partis et que nous voulons effectivement sur les 70, nous voulons prendre 40, nous voulons prendre 50. Alors, cela veut dire que personnellement, vous dessinez pas comme les autres la razzia du RDPC. Mais ceux qui font ça, ça veut dire si un militant du RDPC, je descends et qui me disent qu'on va tout gagner, c'est qu'il n'a rien compris de cette avancée démocratique. Je vous dis la vérité. Et je suis d'accord avec le Noir de Sopor. 1 plus 1 en politique ne font pas 1, ne font pas 2. Donc il faut faire très attention de penser tout de suite que le RDPC ayant 9000 conseillers, pas directement gagnant pour cette élection. Et c'est là où la vitalité politique doit 9062 sur 10 000. Sur 10 000. Vous voyez quelle bataille. Je pense que l'opposition a des chances très minces d'avoir quelque chose dans cette mascarade. Le RDPC, comme il disait, mathématiquement, c'est pas facile. Et donc, il faut espérer pour qu'il y ait la moindre faille, qu'il y ait une petite faille. Et la faille, c'est l'autocensure même du RDPC. Et à ce niveau, je suis d'accord avec Edouard Fossile. Dans ce qu'on ne parle plus de mascarade, on parle d'élection. Donc, c'est ça. Donc, alors, à ce moment-là, ça va être très difficile pour que ça se produise. Mais je pense sincèrement que ceux qui sont allés accompagner le RDPC dans cette histoire jouent le jeu démocratique. Et que l'idéal aurait été qu'on organisât d'abord des législatives et des municipales sérieuses, pour qu'on puisse aussi diffuser la légitimité au Sénat qui est en train d'arriver. Parce que ça va être très difficile. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Vous parlez du dessin que je suis en train de... le terrible dessin que je suis en train de poser sur le futur du Cameroun. Parce qu'il y a des éléments, il y a des indicateurs. Il y a un comportement à adopter quand on veut préserver la paix. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ni l'absence de conflit. C'est la constance et la permanence de la justice. Ça veut dire qu'il faut écouter les autres. Alors, si vous êtes dans des stratégies politiciennes pour dire, bon, ok, j'ai la majorité, au niveau du conseil municipal, même si ces gars ne sont pas légitimes, il faut absolument que j'organise les sénatoriales, eh bien c'est un énorme danger. C'est responsable du discours que je suis en train de tenir. Et après, quand vous allez nous éviter, on va revenir ici. Un jour, si ça se passe comme je suis en train de dire, parce que les gens semblent fermer les yeux sur la réalité de la situation politique au Cameroun. Donc, je dis que l'idéal aurait été qu'en organisant des législatives et des municipales crédibles, maintenant pour qu'on ait un collège électoral aussi crédible et légitime qui allait diffuser cette légitimité-là aux sénateurs qui allaient arriver. Mao, je veux faire une parenthèse avant de partir. Je voudrais que nous avons fait pendant 2 semaines de débats.
propos de la légalité, puisque vous avez légitimité. discuté de la légitimité, je vais vous dire quelque chose. Et je prends l'honorable Sopor à témoin. Entre voter le budget d'un État qui doit normalement accompagner cette politique économique et de cette légalité que vous parlez. Si les partis d'opposition... Non, je parle pas de légalité. Laissez-moi venir. Je parle de légitimité. Légitimité. Oui. Si les partis d'opposition n'ont pas compris qu'en proroguant, il fallait apporter une nuance. Vous avez laissé les députés voter le budget. Aujourd'hui, vous dites que ces députés... Vous avez laissé les conseillers municipaux voter les budgets de mairie. Oui. Et vous nous dites aujourd'hui que nous, entre un budget de l'État et aller se mettre pour voter, vous parlez de quel... Vous comprenez. C'est parce que vous n'êtes pas un élu. Si vous étiez un élu, vous ne direz pas ici que... Pourquoi ce particularisme? Cette particularité veut dire que Oui. lorsque la prorogation est arrivée, si eux, ils n'avaient pas fait cette lecture, il fallait qu'ils fassent cette lecture pour dire que soit nous ne votons rien, nous les élus. Parce que vous ne Parce pouvez... qu'on n'a plus de légitimité. Oui, mais le voter un budget de l'État dépasse aller voter. Mais personne n'en parle. Vous mettez le doigt au moulin. Qui organise tout ça? Ça veut dire donc que si on a accepté donc faire cette prorogation et nous donner le pouvoir d'accompagner la politique gouvernementale, vous ne voulez pas Très qu'on d'accord vote. avec ça. C'est ce que je suis en train de dire. Et vous ne voulez pas qu'on vote? Non, je suis Pour très d'accord toujours avec ça. votre J'ai dit problème, que c'est ceux-là Nous avons sont voté les budgets de accompagnés. mairie, les budgets de communautés urbaines. C'est dans cette... Mais vous n'avez pas dit que ces budgets sont en train d'être exécutés. Donc là-bas, nous sommes légaux. Non, attention. Alors, mais faites Edouard attention. Faucivet, est-ce que vous voulez dire que même si on accepte aujourd'hui ce collège électoral en la forme actuelle, le débat sur sa légitimité devrait être évacué? Je vais dire en ce moment précis, ce jour-ci, où nous avons 2 semaines devant nous, il ne faut plus parler de ça. Parce que nous avons fait beaucoup de choses avec ce collège. Et personne n'a critiqué. Lui-même, peut-être c'est aujourd'hui qu'il se rend compte qu'on a voté les budgets des mairies. Non. Bon, alors. Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il dit que ils sont accompagnés par Donc, ces gens qui ont validé. C'est de l'incohérence. Pour ce On ne peut pas. À moins que semaine, on ne parle plus de ça. Laissez les Sopos aller préparer une logistique. Je vous en prie, Edouard Faucivet. Bon, moi, Pour le support. vous savez, on a passé du temps à ne parler que de légitimité, sans voir qu'effectivement, on doit se préparer pour affronter cette élection. Moi, ce que j'ai noté, c'est que lorsque le président a prorogé le mandat, aucun parti politique n'a dit nous n'acceptons pas cette prorogation. De ce fait, nos conseillers arrêtent. Voilà. Personne. Je n'ai vu personne qui a dit non, nous ne continuons pas, nous n'acceptons pas cette prorogation. Nos conseillers arrêtent. Mais les conseillers ont continué. Tout le monde a accepté la prorogation. Ils ont voté, ils ont voté. La question, c'est de savoir, le président de la République avait-il le droit de proroger le mandat des conseillers municipaux? Oui. Si la question est oui, pourquoi est-ce qu'on parle de légitimité aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle de peuple qui n'est pas représenté? Mais c'est le même peuple qui a envoyé ses conseillers municipaux gérer les mairies, et c'est ce peuple-là qui demande à ses conseillers municipaux d'aller voter les sénateurs. Je ne vois pas où est le problème de la légitimité, etc. Est-ce que vous êtes aussi d'accord du fait qu'on pouvait, c'est une faculté, faire passer les municipales et les législatives avant les sénatoriales? Oui, là c'est un choix libre de l'homme politique. C'est ce que j'ai dit au début. Oui, monsieur Mao, merci. Je voudrais dire quand même que le débat, il y a eu un large débat, un long débat sur la question de légitimité et légalité. Le vin est déjà tiré. Nous sommes en train de vouloir le consommer, on ne va pas revenir là-dessus. Je disais tantôt qu'il faut que nous construisions, on ne va pas revenir sur... C'est terminé, c'est pas... D'ailleurs, les SDF qui a voulu suivre vos idées, Maléfique, j'ai des idées qui voulaient sortir de machettes, et non, et je le ai changé. Voilà. Et ils sont dans le registre qui est en train de se... On ne doit pas revenir sur ces débats-là. Il faut que nous avancions. Parce que vous savez... Ils jouent avec le RDPC. Les députés, permettez quand même que je dise... Oui, allez-y. Ces députés, c'est eux-mêmes qui prorogent leur mandat. C'est à travers une loi. C'est à travers une loi que le mandat est député prorogé. C'est les conseillers municipaux dont le mandat est prorogé par décret du président de la République. Et finalement, pourquoi? Ce n'était pas une volonté du président de la République. Le président de ça à l'écoute des Camerounais après l'élection de 2011. Les gens, la classe politique camerounaise a demandé avec insistance
la mise en place d'un fichier biométrique dans notre système électoral. Et la mise en place de ces fichiers biométriques doit demander doit s'étaler sur le temps. Je crois que nous sommes allés très rapidement avec les camps. Hein? C'est un mécanisme extrêmement lourd et complexe qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est ce qui explique la prolongation des mandats. Ce n'est pas parce que le président voulait prendre des cours qui que ce soit, non. C'est parce qu'il fallait mettre, et pour renforcer la crédibilité des prochaines élections, on a exigé qu'il faut mettre en place un fichier biométrique dans le système de droit camerounais. Le président a admis. L'État a débloqué les moyens. Le fichier est en train de se mettre en place. Le fichier biométrique est en train de se mettre en place. C'est pour ce qui explique la prolongation des mandats. C'est tout. Si le 29, nous n'avons pas de fichier, vous pensez qu'on va faire comment? On va prolonger le mandat. Si jamais le 29 mars, on n'a pas de fichier électoral, on va prolonger encore le mandat. Parce que c'est une exigence de la classe politique camerounaise. Et c'est tout à fait normal que dans un système électoral, aujourd'hui, avec la modernité, que nous rentrons dans ces processus de biométrie. C'est tout à fait normal. Donc c'est ce qui explique la prolongation des mandats. C'est pas que le président veut prendre les gens. Non, non. Loin s'en faut. Voilà, moi je reste avec vous, Abdou Kaou, en tant qu'expert électoral, sur cette question qui a été plus ou moins faiblement soulevée par la presse cette semaine sur ce débat sur être éligible sans être électeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que cela transpire d'une incongruité de la loi? Comment est-ce que vous comprenez qu'on soit éligible sans être électeur pour ce qui est des sénatoriales? Je pense que ce qu'il faut dire ici, c'est que chaque pays a son modèle, a son système. En France, c'est ce que vous voulez convoquer. En France, pour être sénateur, il faut être conseiller, enfin, il faut être un élu. Au Cameroun, c'est pas ça. En Allemagne, on n'a pas besoin d'élection pour être sénateur. On désigne, là, il y a une autre procédure de désignation. Chaque pays a son système. Maintenant, pour revenir à votre question, mais tous les candidats, l'électeur doit vérifier si tous les candidats dont les listes ont été déposées là sont électeurs. Mais la loi Cameroun parle d'inscription sur une liste électorale. Vous parlez de quelle liste? Non, les listes en général. Oui, les listes électorales générales, c'est de ça que la loi parle, les listes électorales. C'est-à-dire le processus de biométrisation que l'électeur est en train de faire. Et que vous soyez inscrit, il faut que vous soyez électeur. Si vous êtes électeur, vous êtes déjà éligible enfin, vous remplissez au moins cette condition d'être inscrit sur une liste électorale. Vous êtes déjà électeur. C'est de cette inscription-là, c'est de cette liste électorale générale que la loi parle. Mais il n'y a pas de liste électorale à proprement parler pour le sénateur. Il y a un collège électoral connu, nommément. Tout à fait. Nommément, déjà, il est connu, il est là. C'est vrai, le collège électoral, c'est un collège électoral très, très réduit. Donc, la loi parle de liste électorale générale. C'est-à-dire celle qu'elle est quand même en train de reconstituer tout de suite là. C'est là. C'est de cette liste-là que la loi parle. Il faut que, si par exemple, dans les listes qui ont été déposées, il y a un électeur qui n'est pas inscrit, il ne peut pas, la liste doit être rejetée. Toute la liste doit être rejetée par l'élection Cameroun. S'il n'est pas inscrit sur les listes là, c'est pour ça que dans les conditions, les pièces constitutives du dossier de candidature, on demande de mettre l'attestation d'inscription. Oui, pour les sénatoriales qui votent. Le conseiller municipal. Rien que. Rien que le conseiller municipal. Oui, c'est dans la loi. Oui, le conseiller municipal. Voilà. C'est le conseiller municipal qui vote. C'est ça le collège électoral. Hein? Alors, si vous voulez, de manière générale, les élections sénatoriales, le collège électoral au Cameroun est constitué des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Mais toutefois, c'est une dérogation. Si la mise en place du Sénat intervient avant les conseillers régionaux, le collège électoral est constitué exclusivement des conseillers municipaux. Je crois que la loi est claire. Et puis ça participe de la volonté d'aller un peu plus vite pour la mise en place du Sénat. Oui. Vous comprenez cette préoccupation? Non, je n'ai pas compris cette préoccupation. Parce que la loi, dès le départ, depuis 1996, la loi est claire. Le sénateur est voté par les grands électeurs. Depuis 1996, la Constitution est claire là-dessus. Donc nous avons les grands électeurs qui votent les sénateurs. Et ces grands électeurs, c'est qui? Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Voilà ce que la loi dit. Maintenant, demander à ce qu'on revise la Constitution pour que moi, qui ne suis pas conseiller municipal, ait la possibilité de voter, c'est encore une autre affaire. Ça veut dire qu'il faut réviser la Constitution. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris vraiment la place de ce débat à cet instant où les partis doivent plutôt se préparer à affronter leurs adversaires. Oui, mais je continue de garder ma position.
pour dire que ce conseil municipal obèse du RDPC ne peut pas permettre qu'on ait un Sénat crédible. Je vais rester là-dessus. Parce qu'il ne faut pas toujours faire la langue de bois. Si on voulait que la haute chambre du Parlement soit responsable et crédible devant le peuple, je répète, on devait organiser des élections législatives et municipales. Maintenant, on est très loin de... Oui, je ne voudrais pas qu'on évacue ça comme ça, parce que c'est assez difficile. L'opposition elle-même a choisi de participer à ces sénatoriales dans ces conditions. Je crois qu'il y a une appellation. Non, c'est même à évacuer. Je pense que c'est à évacuer. Non, vous l'avez Je dis que l'opposition camerounaise a accepté d'aller au sénatorial dans ces conditions. Oui, mais je viens de vous dire. Quand j'entrais ici, je vous ai dit que j'étais résistant. Hein? Le problème du Cameroun, c'est que nous avons un multipartisme numérique qui n'admet pas de pluralisme politique et qui consolide plutôt le monolithisme pluriel. Donc, vous avez d'un côté ceux qui entretiennent le conformisme ambiant, c'est eux, le RDPC, et de l'autre côté, majoritairement et malheureusement dans l'opposition, ceux qui se servent de la contestation comme passerelle d'accessible à une position de pouvoir ou à la constitution d'une plateforme financière aux grandes dames du peuple qui souffre dans sa chair profonde. Et ce sont ces gens-là qui participent avec le RDPC à tuer la démocratie dans notre pays. Parce que la démocratie a un sens. Et je disais tout à l'heure que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre ou l'absence de conflit. Voilà, sur la question, la permanence de la justice. Je voudrais quand même dire qu'il faut faire la différence entre les deux natures de représentation, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Parce que le Sénat représente les collectivités territoriales. Absolument. Le Sénat représente les régions et les communes, qui est la plus petite cellule à la base des régions. Le Sénat représente les communes et les régions, alors que l'Assemblée nationale représente le peuple tout entier. Donc, c'est des représentants de la nation. Mais le citoyen est représenté au Sénat. Le citoyen est représenté à l'Assemblée nationale, mais le citoyen est représenté au Sénat dans sa collectivité. Et le citoyen est représenté à l'Assemblée nationale dans son individualité. La législation camerounaise, la constitution camerounaise parle du Parlement qui a deux chambres. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de chambre haute, il n'y a pas de chambre basse dans notre système. Parce que dire qu'il y a une chambre haute, chambre basse, reviendrait à dire qu'il y a une chambre qui a une prérogative supérieure. Non, non. Le Parlement camerounais a pour mission de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. C'est les mêmes missions. Mais c'est la petite différence qui vient au niveau de la nature des représentativités. Vous représentez la nation, mais vous représentez la nation dans sa collectivité, vous représentez le citoyen dans leur individualité. Voilà la seule différence. Mais c'est à l'intérieur du Parlement qui est unique. Il n'y a pas deux parlements au Cameroun. Voilà. Ce débat est ainsi refermé. La dernière escale de cette émission autour de l'élection du pape François. Je vous retourne la parole, honorable Paul Sopor. Il veut la parole. Je n'ai pas parlé sous l'autre. Oui, mais avec le temps qui nous reste, il faudrait qu'on évacue ce débat sur les sénatoriales. Maintenant, sur l'élection du pape, on a noté donc Jorge Mario Bergoglio, le nouveau pape de l'Église catholique. Il a été élu au 5e tour, n'est-ce pas, du scrutin. Est-ce que vous avez noté que, en tant que fidèle catholique, un fervent croyant, d'ailleurs, je peux prendre le risque de le dire, est-ce que vous avez noté que cette fois-ci le choix a été très peu laborieux? Non, je ne dirais pas que le choix a été très peu laborieux. Je dirais que, comme dit l'Église, c'est Jésus qui devait nous donner un pape. Malgré tout ce que vous venez de dire là, Jésus nous a donné un pape à la personne de François. Donc, le Mario, bon. Nous sommes contents parce que nous avons eu un pape. Nous, quand je parle de nous, je parle en tant qu'Africain maintenant. Et ressortissant d'un pays du Sud, pour une fois, il y a eu une dérogation à la règle qui voulait que tous les papes soient européens. Pour une fois, nous avons un pape qui vient d'un pays du Sud. Quoique les Européens, encore une fois, veulent nous faire comprendre qu'il est d'abord italien. Ses parents étant des descendants italiens. Tout à fait. Donc, nous sommes contents parce que pour une fois, au moins, et je crois que c'est la continuité, hein, parce que tout ce que nous observons depuis dans cette mutation-là du monde, nous avons vu un président noir aux États-Unis. Aujourd'hui, nous voyons un pape
qui n'est pas européen. Tout ça, c'est la continuité de cette mutation-là. Et dans tout cela, on a dit que les Africains ne pouvaient pas avoir un pape. Est-ce que ce n'est pas excessif de dire qu'il n'est pas européen lorsqu'on s'entend dire qu'il est fils d'immigrés italiens? Oui, vous savez, le président Sarkozy, il est fils d'immigrés, mais on nous a dit qu'il était français. On n'a jamais dit qu'il est fils d'immigrés. On n'a jamais prononcé. Vous comprenez? On nous a dit qu'il est français. Donc, un pape, et vous allez aux États-Unis, mais c'est plein de fils d'immigrés. On ne vous a jamais dit que ce sont des Irlandais, ou alors ce sont des Africains, on dit que ce sont des Américains. Ici, nous avons un pape argentin. Nous avons un pape argentin, et ça fait notre fierté aujourd'hui en Afrique. Parce que pour une fois, nous avons un pape qui va se préoccuper des problèmes du tiers-monde, de ce qu'on appelait avant le tiers-monde. Parce que son pays n'est pas parmi les pays développés. Son pays connaît la pauvreté comme nous la connaissons ici en Afrique. Donc, pour une fois, nous disons que nous avons un pape qui va se préoccuper de nos problèmes. Souvenez-vous du pape Paul VI, lorsqu'il a été élu. Sa préoccupation, c'était quoi? Libérer d'abord ses frères du joug du communisme. C'était ça, sa préoccupation. Donc nous, aujourd'hui, nous avons un pape qui sort du tiers-monde, donc qui a pour préoccupation principale, et il a dit, il va s'occuper des pauvres. Et les pauvres, c'est en Afrique, c'est en Amérique latine qu'on les connaît. Donc c'est pourquoi nous sommes contents que l'Église, que Jésus, qui pour une fois nous ait donné un pape qui convient absolument à nos comportements. Oui, l'honorable a parlé des mutations. C'est justement ce que la venue du pape François me montre que le monde est en pleine mutation. Et comme il a développé, je vais juste ajouter pour dire que quand on parcourt, vous voyez d'abord que la presse n'est pas allée, la presse devait sortir du côté, nous tous d'ailleurs, nous avions fait des pronostics, et personne, quand je parcours la presse, le nom du pape François n'avait jamais été cité. Il n'était pas donc, parmi les favoris. Et j'ai noté le timing d'élection, non seulement au 5e, mais ça n'a pas pris du temps. Ça veut dire que si nous étions à l'intérieur du 16, je pense que la majorité s'est dégagée même à plus de 70. Nous n'entrons même pas dans ce truc de boule de cristal, mais ça veut dire qu'il voulait effectivement le critère d'un pape de base, maîtrisant certaines donnes aujourd'hui de la société. Je pense que c'est ça qui a permis d'arriver au pape François. Le pape François connaît, quand on entre dans la connaissance de l'homme, on voit qu'il participe, il partage les bus, il va dessus. Et c'est ça le prêtre de Jésus. Quand on parcourt, quand on lit la Bible, on voit le mouvement du Christ à pied, le mouvement du Christ dans la foule. Bref, il n'y a pas cet écart aujourd'hui où l'Église était de l'autre côté et le peuple de Dieu était de ce côté. Donc il est avec le peuple de Dieu. Et je pense que, en tant qu'ancien de l'Église évangélique, nous avons, moi particulièrement, j'ai accepté, j'ai eu cette bénédiction, cette première bénédiction du pape. Et je pense que la mutation ne va pas seulement aller vers l'Amérique du Sud. Je vois l'Asie, je vois l'Afrique. Et je pense qu'il revient maintenant à nous, du côté africain, spirituel, politique, d'ouvrir les bras pour attendre le pape. Parce que les grands hommes politiques ne peuvent pas l'être si l'Éternel Dieu ne les a pas choisis. Tout à fait. Il faut qu'ils vous entendent. Oui, je pense qu'au-delà des mutations en termes géographiques, la nomination ou l'élection du pape, il faut questionner encore la mission de l'Église. L'Église est une personne morale qui doit dénoncer les vices de la société, mais surtout promouvoir les valeurs de probité et d'intégrité. Et donc, à l'idée que la mort est inévitable, la religion oppose l'image d'une continuation de la vie après la mort, dont l'attachement effréné de l'homme à la religion résulte d'une crainte de la mort implacable, c'est-à-dire qu'il a peur de mourir définitivement, et parce que la religion présente l'image d'une vie après la mort, il s'attache de manière effrénée à la religion. Maintenant, à la question non moins facilement résolvable de savoir si la religion et l'idée de Dieu sont des solutions réelles, crédibles au problème de la mort, vient s'ajouter une autre qui me paraît avoir un caractère d'urgence. Il s'agit de savoir si la religion en tant qu'institution sociale, ne constitue un lieu de servitude de l'homme. Et le pape tout ça. Et le pape est où? Il cherche de faire un développement. Et donc,
Et donc, il faut éviter d'inviter sur le plateau des gens qui veulent rendre les ridicules certaines personnes sur le plateau. Donc, il ne faut pas me ridiculiser sur le plateau. OK, monsieur? Je vous respecte beaucoup. Il faudrait que ce respect-là me soit retourné. Donc, il y a des phénomènes aujourd'hui qui mettent à mal l'Église. L'homosexualité, les frasques sexuelles même des pères de l'Église, les viols endémiques des femmes et tout ce que nous connaissons. Voilà les problèmes au-delà de la pauvreté. Voilà les problèmes auxquels devra s'attaquer François Ier quand il arrive. Et c'est pour ça que je reviens sur la mission. C'est François. Merci bien. Donc, le pape François arrive, il faut qu'il s'attaque à ces problèmes-là. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Ces fléaux que je viens de citer tout à l'heure ont failli donner même une crise cardiaque à son prédécesseur. Donc, il a été obligé de libérer l'espace. Et je loue son courage. Ce n'est pas la condition de l'âge. Voilà. Parce qu'il a dit... Il est toujours dans la boule. Remarquez qu'il est toujours dans la boule. Il est très fatigué. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il est toujours dans la boule. Voilà. Donc, il faut questionner la mission de l'Église. J'ai suivi, bien que je ne sois pas chrétien, j'ai suivi beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Question d'actualité. L'élection du pape. Mais je voudrais quand même dire qu'il faut qu'on sache que nous ne sommes pas en démocratie comme notre propre démocratie là. Nous sommes dans le domaine de la foi, où il y a des préceptes édictés par la Bible. Donc ça dit pour le cas chrétien, édictés par la Bible qu'on doit respecter. Nous avons eu un pape. Le pape n'a pas de... Pour moi, quelle que soit la couleur, l'Église n'a pas de couleur. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez de l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord, vous incarnez la foi. La foi est unique. Il n'y a pas de foi noire, de foi de l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord. Et puis, en fait, je ne suis pas chrétien, mais on semble que c'est le Saint-Esprit qui désigne finalement son pape. Quand on regarde même les mécanismes de désignation, une élection où il n'y a pas de candidat au départ, mais il y a les électeurs. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a désigné François Ier. Aujourd'hui, le pape François. Le pape François. François Toko. Il n'a pas de premier. Ah, il n'a pas de premier? Non. Pape François. Alors, le pape François, aujourd'hui, c'est tout à fait normal, il a parlé de la lutte contre la pauvreté. Il faut qu'on sache de quelle pauvreté est-ce qu'il parle. C'est peut-être à cette sortie que je pourrais rejoindre un tout petit peu sur la notion de pauvreté dont le pape parle, parce qu'il faut rentrer en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, le monde, je dis le monde, ce n'est pas seulement les chrétiens. Dans tous les obédiences religieuses, vous allez trouver des dérives terribles. C'est la foi qui est en train de partir. Et l'Église prône une certaine valeur, la justice, l'équité, la probité, comme il l'a dit. Donc, je crois que c'est de cette pauvreté-là que le pape parle. Et il veut s'attaquer à ça. Et c'est tout à fait normal. Et en tant que musulman, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je suis prêt à l'accompagner d'une manière ou d'une autre dans cette lutte aujourd'hui. Il y a des perditions morales dans le monde. Je voulais l'accompagner. Voilà. Je voulais l'accompagner Rapidement. pour dire que le nom François vient d'un saint. François d'Assise. François d'Assise. Donc sa mission était une mission de proximité vers les pauvres. La charité. Donc c'est pour ça que nous avons parlé de pauvreté. C'est ça la pauvreté. Et cette pauvreté est une pauvreté directe en termes de biens et matériels. Mais ça n'enlève absolument en rien ce que vous êtes en train de dire. La pauvreté de la foi. Donc je suis un peu d'accord avec lui aussi. Oui. Non, je crois que... Moi, je voulais terminer avec vous rapidement avec une question assez précise. Vous avez salué l'avènement d'un pape qui vient du Sud. Mais aujourd'hui, au sein de l'Église catholique, la dépravation s'opère beaucoup plus haut dans le Sud ou bien dans le Nord. Ah, vous savez, il n'y a pas eu de statistiques là-dessus, mais seulement tous les scandales. Il y a la majorité des scandales qui viennent du Nord, pas du Sud. Malheureusement, la majorité. Quand vous parlez de l'homosexualité, du mariage pour tous, c'est pas dans le Sud, c'est dans le Nord. C'est dans le Nord qu'on connaît ces On dérives. aurait souhaité qu'un pape vienne donc du Nord. Pour Non, le pape François est un conservateur. C'est pour vous rassurer. Pour vous rassurer. C'est-à-dire, ce sont des combats qu'il va mener contre l'homosexualité, contre toutes ces dérives sexuelles-là. Vous comprenez? Dans tous les cas, il va s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur. Merci Paul Soko d'avoir accepté ce plateau. Merci Abdou Karimou, Edouard Fossivé et Patrick Sapar. Merci d'avoir accepté de nous prêter de votre temps, mais surtout de votre science au cours de cette autre aventure, le droit de réponse sur Equinox Télévision cette semaine. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve dimanche lorsqu'il sera 12h. Au revoir.